Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, votre rendez-vous Smart Patrimoine où vous pouvez suivre les actualités hebdomadaires du monde de l'art, des actualités qui sont décryptées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Et alors cette semaine on commence avec un sujet qui m'est cher, qu'on traite souvent dans cette émission, les NFT. Oui, c'est une annonce qui a fait pas mal de bruit cette semaine. C'est une annonce sur l'ampleur de la fraude liée à la création des NFT, annonce qui a été réalisée par OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme principale d'échange de NFT, mais aussi une plateforme qui offre des outils aux personnes qui l'utilisent pour créer les NFT. Et donc sur Twitter, OpenSea a annoncé que plus de 80% des éléments créés avec leur outil sont des œuvres plagiées, des fausses collections et du spam. Donc les jetons non fongibles créés sont créés sur des œuvres qui n'appartiennent pas aux créateurs des NFT. Donc ces NFT n'ont aucune valeur. Et même si ce sont des vrais NFT au sens technique du terme. Et puis OpenSea rajoute qu'il y a une augmentation exponentielle de la création des NFT avec leur outil. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça n'est pas sans rappeler des scandales qu'on a pu voir effectivement de photos présentées dans des vraies expositions et qui se retrouvaient ensuite en NFT mais pas par l'artiste en question. Et du coup, qu'est-ce que la plateforme a fait face à ces fraudes? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont réagi d'abord en disant qu'ils allaient limiter l'utilisation sans frais de leur outil à seulement 5 collections et 50 NFT par collection. Bon, ça fait déjà pas mal. Et au-delà de ça, les créateurs doivent payer des frais donc pour inscrire les NFT sur la blockchain. Effectivement, créer des NFT sans frais, ça laissait vraiment libre cours aux fraudeurs de réaliser des NFT plagiés sans débourser un centime. Mais OpenSea a fait marche arrière face à la contestation de ses utilisateurs. Elle a ensuite indiqué sur Twitter réfléchir à de nouveaux moyens pour encadrer cette création de tokens. Et pour rappel, OpenSea est valorisé depuis ce début d'année à 13,3 milliards de dollars et revendique plus d'1 million d'utilisateurs. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir si les NFT concernés ont gagné, perdu de la valeur, ou ont gardé retirés ou pas, effectivement, et qu'est-ce qui va se passer pour les acheteurs de ces NFT. On en parlera peut-être une prochaine fois. Alors, on va continuer à parler de fraude ensemble, fraude à l'international, mais cette fois-ci dans le monde réel. Voilà, on retourne sur Terre. C'est le consortium international des journalistes d'investigation qui révèle un nouveau volet de leur enquête à partir des Pandora Papers. Pandora Papers, c'est plus de 11 millions de documents divulgués qui révèlent des comptes offshore de nombreux dirigeants mondiaux, et ce, c'était en octobre 2021. Alors, dans cette enquête, il y aurait plus de 1600 œuvres d'art créées par environ 400 artistes qui auraient été secrètement échangées par le biais de sociétés écrans et de paradis fiscaux. Au cœur de ces échanges, on retrouve des Banksy, des Picasso, des Warhol, des monarques, des millionnaires, des hommes politiques sont cités, et aussi un certain Mauricio Fabrice, courtier financier londonien. Et on peut suivre à travers ces papiers, ces acquisitions et ces rouages. Les documents montrent que depuis 2009, Mauricio Fabrice aurait utilisé une fiducie en Nouvelle-Zélande pour acheter une douzaine d'œuvres de Banksy, certaines très célèbres comme Girl with Balloon. Et selon l'enquête, Mauricio Fabrice aurait signé un contrat avec des gestionnaires de la fiducie qui s'appelle Asia City Trust afin d'éviter certains frais. Donc lorsqu'une fiducie devient propriétaire légal des actifs, le percepteur peut être en mesure d'éviter ou de différer des impôts sur la fortune, sur la succession ou sur les plus-values. Bon, alors la fiducie qui est un mécanisme légal parfois un peu complexe, on en parlera d'ailleurs dans Smart Patrimoine dans quelques semaines. Si on revient sur la fraude en question, est-ce que rien n'a été fait pour éviter ce genre d'arrangement, ou il y a quand même eu des initiatives? Voilà, alors ça dépend des pays, parce que Sila Alecci, qui est la journaliste à la tête de cette enquête, elle regrette que dans une grande partie du monde, et notamment aux États-Unis, les marchands d'art ne sont pas soumis à certaines règles de vérification d'identité, mais aussi des sources des fonds des clients. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe et au Royaume-Uni, les marchands d'art et commissaires-priseurs ont été rajoutés à cette liste de professionnels qui doivent absolument vérifier cela lors de la vente. D'accord. Et donc, pour préciser, par l'intermédiaire de son avocat, Fabrice dit avoir déclaré tous ses avoirs offshore aux autorités britanniques, avoir payé des impôts au Royaume-Uni, et il a dit aussi que la fiducie n'a jamais été utilisée à des fins fiscales.
Bon, donc à suivre finalement dans ce feuilleton. On change de sujet, on va s'intéresser aux maisons de vente aux enchères et Christie's remporte la vente de la collection Hubert de Givenchy, Sybille. Tout à fait, oui, c'est la maison qui va opérer la vente de ce collectionneur, de la collection du créateur. C'est 1200 lots de toute époque, de tout style, qui étaient présents dans les résidences du designer, à l'hôtel Beaufremont à Paris et au château du Jonchet dans la vallée de la Loire. Ce sont des objets qui n'ont pas été présentés au marché de l'art depuis des décennies. Mais Christie's reste très mystérieuse sur les détails. Elle dit que tous ces lots seront révélés seulement au printemps. Et puis les œuvres phares feront le tour du monde. Elles iront à New York, elles seront présentées à Palm Beach, à Hong Kong, avant d'arriver à Paris, où sera réalisée la vente le 14 et 17 juin. J'adore, parce que c'est toujours des événements comme on peut les voir qu'une ou deux fois dans notre vie. À chaque fois, après, ça retourne dans les des ventes aux intérieurs. enchères. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui s'y trouve dans cette vente, dans cette collection ? Hubert de Givenchy aimait mélanger les styles, mélanger les époques. Dans la vidéo promotionnelle de Christie's, on peut deviner un certain style, une forte appétence pour les 17e et 18e siècles. Et puis, Givenchy était membre du Conseil international de Christie's. Il a déjà réalisé 2 ventes au sein de cette maison. La première en 1993, et c'était une partie de son mobilier 18e siècle. Et puis la seconde en 2017, c'était des œuvres de Giacometti. Et selon Le Figaro, la collection de juin là, est estimée à 50 millions d'euros. Et puis pour le Journal des Arts, le XVIIIe siècle prend de plus en plus de valeur. Si les prix étaient assez forts dans les années 90-80, ils se sont un peu baissé, puis aujourd'hui on retrouve une certaine stabilité. Merci beaucoup Sybille Aoudjan. Je rappelle que vous êtes spécialisée donc sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart et on a le plaisir de recevoir ensemble à présent Sophie Lesiewicz. Bonjour Sophie Lesiewicz, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On reste dans le monde de l'art ensemble. On va parler ensemble du mécanisme des préemptions et des conséquences que ça peut avoir sur le marché de l'art. Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Moi, ma première question va être très simple. C'est peut-être de rappeler vos missions au sein de cet Institut national d'histoire de l'art avant de comprendre en fait ce mécanisme de préemption. Très bien. Donc, à l'Institut national d'histoire de l'art, il y a une bibliothèque avec de la documentation et par ailleurs un service du patrimoine qui a pour origine le don de Jacques Doucet en 1918, donc de sa bibliothèque d'art et d'archéologie. D'accord. Ce service du patrimoine a ensuite été, il y a eu des accroissements, notamment avec la Bibliothèque centrale des musées nationaux en 2016. D'accord. Et les ACA, donc les archives de la critique d'art, qui sont situées à Rennes. Donc ces 3 ensembles historiques constituent ce patrimoine de l'INHA, que par ailleurs on fait vivre, donc on poursuit. Il y a une politique d'acquisition et c'est ce dont on va parler. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, de manière assez simple, ce que c'est qu'une préemption et ce que vous réalisez régulièrement? Oui, tout à fait. Donc, les préemptions ne concernent que les ventes aux enchères. D'accord. Ce n'est pas des ventes sur catalogue. Donc, lorsqu'un lot semble suffisamment important pour qu'on ne veuille vraiment pas qu'il quitte le territoire ou qu'on estime qu'il doit rentrer dans les collections publiques parce qu'il est vraiment d'intérêt national, oui, tout à fait. On va solliciter en fait le ministère de la Culture. Donc l'INHA, c'est le côté bibliothèque, donc c'est le service du livre et de la lecture. Il y a l'équivalent côté musée. Et le ministère, en fait, va déjà s'assurer qu'aucun autre établissement public ne souhaite exercer ce droit de préemption. D'accord. Et une fois qu'on a l'autorisation, donc on a une lettre et donc on est dépositaire de ce droit qui appartient à l'État. Donc on l'exerce. Vous êtes représentant. Voilà, exactement. Même si l'œuvre finit ou le livre finit dans un musée, ça appartient à l'État. Le droit de préemption a finalement été exercé via vous par l'État. Non, c'est la possibilité d'exercer ce droit de préemption. Donc, alors si je continue le processus, bien sûr, c'est pendant la vente en fait, on
on doit bondir au moment où le marteau du commissaire-priseur tombe. Avant le marteau ou non, surtout pas. Surtout pas avant le marteau, d'accord. Là, c'est fini. Voilà, ça, c'est la faute du débutant. D'accord. Il faut attendre que le marteau est tapé. Il faut vraiment que le marteau est tapé. Et donc, vous bondissez et vous dites, sous réserve de l'exercice du droit de préemption de l'État pour tel ou tel établissement. Voilà. Et ça suscite des réactions. Bah oui, j'imagine bien. Voilà. Et ça, c'est bien tenu secret avant la vente. Donc, personne n'est au courant à part juste vous. Eh bien oui, c'est le principe. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, faire de préemption par téléphone. Donc vous êtes obligé de vous rendre sur place. Oui. On est obligé de se rendre sur place. La préemption est exercée par il faut avoir le statut de conservateur. Et ce qui donc peut nous obliger à demander à des collègues, il y a tout un maillage sur le territoire, d'exercer la préemption pour un autre établissement. Et donc l'œuvre est achetée au prix du marché finalement, parce que c'est le prix qu'aurait pu mettre tout à fait acheté n'importe qui, la personne qui aurait acheté l'œuvre. Voilà. Et on n'est pas en Union soviétique, donc on ne... comment dire, on va payer, on va se substituer à l'acheteur. Non, parce que ça, c'est une erreur qui est souvent commise par les absolument non initiés, mais donc on ne lèse pas le collectionneur. Vous suivez quand même le cours, on se substitue. Alors, en revanche, c'est vrai que comme on n'a pas participé, on n'a pas enchéri, on n'a pas participé à la montée des prix, puisqu'il y a des lots, en revanche, qu'on achète de manière classique. Donc il faut savoir que la préemption, c'est un pourcentage assez faible des modalités d'acquisition en salle des ventes des institutions. Ça vous arrive d'enchérir également de manière classique et d'acheter les œuvres pour venir enrichir le patrimoine public. Les préemptions ne concernent vraiment que des documents très stratégiques. D'accord, je comprends. Oui, donc si c'est une œuvre qui n'est pas si stratégique que ça, vous dites au pire, c'est quelqu'un d'autre qui va la remporter, et puis nous, on aura juste participé. Donc, oui. Donc, là, dans la majorité des cas, on procède. Donc, on fait des ventes mixtes aussi, c'est-à-dire qu'on va participer en tant qu'enchérisseur et par ailleurs, à un moment, exercer une préemption. Et quelles conséquences ça pourrait avoir sur le marché de l'art, le fait que vous préemptez des œuvres ? La conséquence, c'est que l'œuvre disparaît définitivement du marché. Systèmes, oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément... Alors, il y a quand même un certain nombre de maisons de vente qui ont une conscience patrimoniale et qui sont pas... peuvent être plutôt favorables, en fait, à ce genre de démarche. Mais il est vrai que... Alors, au niveau des particuliers aussi, ça peut être très frustrant. Oui, c'est sûr. Mais il y en a on peut aussi être très flatté, de se dire, tiens... J'ai eu ça dans ma collection pendant si longtemps et en fait c'était si stratégique. Non, surtout j'ai voulu acheter quelque chose de tellement intéressant. J'ai eu l'œil finalement. J'ai eu l'œil. Donc voilà, disons, c'est un lot de consolation. C'est ça. Et quand vous dites que le ministère de la Culture après se concerte les différents musées pour savoir comment est-ce qu'il fait Est-ce qu'il peut y avoir un peu des enchères entre musées ou non. Comment vous comment le musée décide Donc la concertation se fait, c'est le ministère qui arbitre. D'accord, c'est lui qui dit. Voilà. Donc à titre d'exemple, au mois de septembre, il y avait un lot de très très belles lettres de Fernand Léger. Donc nous étions intéressés, mais il y avait aussi le musée de Biot, le musée Fernand Léger. Le ministère a arbitré pour le musée de Biot et ironie du sort, c'est nous qui avons exercé la préemption pour nos collègues. D'accord. Parce qu'ils étaient à Biot. Voilà, exactement. Et entre fondations, autres musées privés, c'est possible aussi ? Tout à fait. Il y a des fondations comme Custodia, par exemple, qui sont extrêmement... qui rentrent complètement dans le circuit, qui jouent complètement le jeu. Mais dans ce cas, ils peuvent quand même se tourner vers le ministère de la Culture. Oui. Ils ne peuvent pas préempter. Mais, d'accord. Mais ils demandent... ils se tiennent au courant, en fait, toujours de nos... Et surtout, ils se désistent. Donc là, par exemple, on a eu un très beau, pareil, on a fait une préemption fin janvier d'un lot de lettres d'un peintre du XVIIIe siècle
40 lettres au maître des cérémonies du roi de Prusse, quelque chose de très remarquable. Et Custodia était aussi intéressé, nous a demandé, on s'était mis d'accord, si ça dépassait le prix que nous pouvions accorder à cette vente, Custodia se serait substitué, aura pris le relais en fait. D'accord, parce que passer un certain prix, effectivement... oui, on a aussi forcément un plafond au-delà un plafond, même quand on préempte, effectivement, il faut financer derrière, donc on ne peut pas tout préempter non plus en fonction du prix du marché. On doit effectivement indiquer au ministère qu'on aimerait préempter jusqu'à tel plafond maximum. Merci beaucoup Sophie Lesiewicz. Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine.